Ici, la voix de l'Amérique. Madame, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans Le Monde aujourd'hui. Voici les titres de votre journal. Angela Merkel est en Afrique. La chancelière allemande est venue à Dakar parler coopération au même titre que Theresa May qui, elle, était ce mercredi au Nigeria. Dans ce journal, nous irons à la Cour pénale internationale où les audiences d'examen des chefs d'accusation retenus contre Bosco Ntaganda se poursuivent. Également, dans l'actualité ce soir, le Parlement iranien qui réagit face à une situation économique précaire. Bonsoir. Angela Merkel est arrivée ce mercredi à Dakar pour une visite officielle de 48 heures. Il s'agit là de la première étape d'un périple qui la conduira également au Ghana puis au Nigeria. Au menu, des discussions avec le président Macky Sall, outre les questions d'intérêt commun au plan bilatéral, régional et international, la coopération économique figure en bonne place dans les échanges. La chancelière allemande est en effet accompagnée d'une délégation d'hommes d'affaires intéressés par les opportunités d'investissement en Afrique. Les investissements allemands au Sénégal se chiffraient à 17 millions d'euros en 2016 et concernaient en grande partie les énergies renouvelables. Une rencontre avec les acteurs de la société civile figure également au programme d'Angela Merkel au Sénégal. Theresa May est toujours dans le registre de la coopération, poursuivait, elle, sa tournée en Afrique ce mercredi avec l'étape du Nigeria au programme, une rencontre avec le président Muhammadu Buhari et une visite à Lagos, la capitale économique du pays. Les échanges commerciaux entre le Nigeria et la Grande-Bretagne s'élevaient à 4,2 milliards de livres en 2017. Theresa May a par ailleurs annoncé ce mercredi l'ouverture prochaine d'ambassades de Grande-Bretagne au Tchad et au Niger et le renforcement des effectifs dans celle du Mali pour, dit-elle, combattre l'instabilité dans la région. Je vous propose cette déclaration de Theresa May au Nigeria. Je crois qu'il est important de faire front commun face aux menaces sécuritaires. Nous devons collaborer et travailler pour résoudre des problèmes comme Boko Haram et le trafic des êtres humains. Nous reconnaissons le problème des droits de l'homme, j'en ai d'ailleurs parlé au président nigérian, et il a créé un comité d'investigation pour examiner ces dossiers, ce que j'apprécie. Nous avons des relations de longue date avec le Nigeria. Il y a plusieurs entreprises britanniques qui y sont installées depuis plusieurs années. Nous voulons renforcer ces liens commerciaux et le fait que nous ayons quitté l'Union européenne est une réelle opportunité. C'est parmi les dossiers que je vais discuter aujourd'hui au Nigeria. Et pour parler de la coopération Europe-Afrique, accueillons à présent notre invité, Adama Gaye, journaliste et auteur de Chine-Afrique, Le Dragon et l'Autruche. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Angela Merkel à Dakar, Theresa May au Nigeria et avec elle des délégations d'hommes d'affaires. Qu'est-ce qui justifie cet attrait pour l'Afrique? C'est très simple. Les pays européens ont besoin d'espace pour combler les déficits de croissance que ces pays connaissent chez eux. Et dans le cas plus précis de la Grande-Bretagne, sa décision de sortir de l'Union européenne en juin 2016, après le référendum, l'a poussé à devoir trouver impérativement des espaces de respiration. Je pense que cette décision trop précipitée fait qu'aujourd'hui, la Grande-Bretagne se voit obligée de retrouver le temps où son empire peut étendre à travers le monde entier, à tel point qu'on disait que le soleil ne se couchait jamais sur l'empire britannique. Je crois que le Global Britain dont parle Mme May commence par l'Afrique et cherche donc à se positionner sur le continent africain. Pour Mme Merkel, elle n'a jamais caché son intention de voir l'Allemagne contrecarrer certains acteurs étrangers, en particulier la Chine sur le continent africain. Souvenez-vous, en novembre 2006, quand la Chine a accueilli à Pékin le grand sommet Chine-Afrique, Mme Merkel avait déclaré
que l'Europe ne devait pas laisser l'Afrique à la seule Chine. Alors, donc, vous parlez de Chine. C'est dans la logique de ça que ces deux-là viennent en Afrique. Vous parlez de Chine. Ces visites interviennent justement à quelques jours du sommet Chine-Afrique, prévu les 3 et 4 septembre à Pékin. On a le sentiment que chacun veut un peu d'Afrique, mais que doit faire le continent pour tirer le maximum de profit de ces investissements potentiels? C'est évident qu'il y a une nouvelle ruée vers l'Afrique, mais cette fois-ci pour des raisons économiques. À l'époque, c'était un positionnement stratégique pour coloniser des terres, pour combler les déficits des puissances occidentales de l'époque, n'est-ce pas, qui ne pouvaient plus trouver d'espace pour avancer. Aujourd'hui, c'est une ruée vers le continent en raison de ses ressources naturelles, de son dividende démographique et de ses possibilités réelles qui sont là aujourd'hui. C'est le continent du XXIe siècle, dit-on. Cela étant dit, maintenant, est-ce que l'Afrique a une réponse par rapport à ce regain d'intérêt à son égard? En quelques secondes. Je ne le crois pas. C'est comme si l'Afrique se laissait séduire comme une fille qui est contente et satisfaite de voir les gens venir vers elle. Il est important que l'Afrique se donne les moyens d'exiger un partenariat gagnant-gagnant. Je vous remercie. On est hélas obligé d'interrompre cela, faute de temps. Je vous remercie beaucoup. À la CPI, les audiences d'examen des chefs d'accusation retenus contre Bosco Ntaganda se poursuivent. À cette dernière phase du procès, l'accusation a dressé hier un tableau épouvantable des exactions présumées commises sous les ordres de M. Ntaganda en 2002 et 2003 et réclame que justice soit rendue aux victimes. Les précisions avec Irénée Herman Umbo. Surnommé Terminator, Bosco Ntaganda doit répondre de 13 crimes de guerre et de 5 crimes contre l'humanité commis en Ituri, dans l'est de la RDC. Crimes pour lesquels il a plaidé non coupable en septembre 2015. L'ex-rebelle était directement impliqué dans le recrutement de milliers d'enfants qu'il a par la suite utilisés pour participer sous l'emprise de substances illicites et d'alcool à des opérations visant à tuer, violer et piller. C'est ce qu'a déclaré la représentante de 298 victimes. Il est temps, 15 ans après la commission de ces crimes, de permettre aux victimes d'oublier et de tenter de se reconstruire en rendant un verdict de culpabilité. L'ancien chef de guerre est accusé d'avoir fourni de la drogue et de l'alcool à des enfants soldats avant de les envoyer assassiner ses ennemis en Ituri. Bosco Ntaganda, aujourd'hui âgé de 44 ans, aurait donné les ordres, planifié et programmé les opérations, coordonné la logistique et fourni les armes à ses troupes. Ils étaient utilisés pour tuer, piller et quelquefois violer l'ennemi. Les derniers débats du procès Bosco Ntaganda se sont ouverts mardi, près de 3 ans après son ouverture devant la CPI, qui siège à La Haye où l'ex-chef de guerre est détenu. Plus de 15 ans après un conflit qui a fait plus de 60 000 morts selon les ONG, les victimes attendent toujours que justice leur soit rendue. Il ne s'agit ni plus ni moins. Toujours en rapport avec la justice, mais cette fois au Burkina Faso, le colonel d'Élise Auguste Barry, ancien ministre de la Sécurité dans le gouvernement de la transition, a été remis en liberté provisoire hier soir après 8 mois de détention pour tentative de déstabilisation. Selon une source judiciaire, cette décision fait suite à une audience en appel de ce dossier instruit devant la juridiction militaire, interpellé en fin décembre 2017 et puis incarcéré à la Maka. M. Barry est poursuivi pour complot et incitation à la commission d'actes contraires à la discipline et au devoir. Au Kenya, 5 soldats de l'armée ont été tués ce mercredi dans l'explosion d'une mine artisanale lors du passage de leur convoi dans le comté de Lamu, proche de la frontière somalienne. L'utilisation d'engins artisanaux contre les patrouilles de police et de l'armée dans les régions frontalières du nord et de l'est kényan, près de la Somalie, est relativement courante. Les islamistes somaliens Shebab ont par le passé revendiqué la plupart des attaques de ce type. Un stade de foot qui reprend ses fonctions. Cela se passe en Somalie où, après 7 ans d'occupation, les soldats de la force africaine AMISOM ont quitté le stade national de Mogadiscio qui leur servait de base au grand plaisir des fans du ballon rond dans ce pays en conflit. Abdourahmane Dia. Des supporters passant un contrôle de sécurité avec enthousiasme pour entrer dans un stade de foot. Cela n'était pas arrivé ici depuis 2011.
C'est durant cette année-là que les troupes africaines de la MISOM avaient chassé Al-Shabaab de la capitale Mogadiscio. Et depuis, elles se sont installées dans ce grand stade qui est loin de réunir aujourd'hui toutes les conditions pour abriter un match de foot normal. Après le départ des soldats, les fans célèbrent. Je vis non loin du stade. Je suis très content de célébrer avec d'autres jeunes le retrait de la MISOM qui l'utilisait comme une base depuis plus de 7 ans. Moi, je ne suis jamais revenu dans ce stade depuis 2007 à cause des combats. Mais avant, je venais jouer ici. Je n'ai pas les mots pour exprimer ma joie. C'est un sentiment de bonheur. Je venais ici quand j'avais 6 ans. J'en ai 19 aujourd'hui. Le terrain de foot est presque impraticable. Les fans lancent un appel au gouvernement somalien. Je demande au gouvernement, surtout au président Farmajo, de reconstruire et de bien équiper le stade avec tout ce qu'il faut. C'est ce que je veux du gouvernement. En attendant d'avoir un stade fonctionnel et aux normes internationales, les habitants de Mogadiscio voient la récupération de leur stade comme un nouveau pas vers la normalisation. Normalisation en Somalie, colère en Iran, où la crise économique continue de faire des vagues au sein du Parlement. Les députés ont exprimé leur insatisfaction face aux explications du président Hassan Rouhani sur les difficultés économiques et sociales de la nation. Une audition qui intervient après le limogeage par le Parlement du ministre du Travail et de celui de l'économie. Faisons le point avec Blanche Sano. Depuis son arrivée au pouvoir il y a 5 ans, le président Hassan Rouhani s'est présenté devant le Parlement pour la première fois. Au menu de cette audition qui a duré près de 2 heures, les dossiers économiques, mais surtout le limogeage après un vote de défiance du Parlement, du ministre du Travail et de celui de l'économie. Une situation délicate pour le président qui a tout de même reconnu les problèmes auxquels sont confrontés les Iraniens sans pour autant admettre l'existence d'une véritable crise. Selon la Banque mondiale, en 2017, le PIB de l'Iran était estimé à 439,5 milliards de dollars. L'Iran occupe aujourd'hui le 2e rang mondial des pays producteurs de gaz naturel et le 4e pour ses réserves de pétrole. Mais le gouvernement Rouhani, qui a misé sur une ouverture vers l'Occident et sur les investissements étrangers, se retrouve très affaibli par le rétablissement des sanctions américaines. On assiste à l'effondrement de la monnaie qui se situe à environ 100 000 rials pour $1. Une deuxième vague de sanctions ciblera en novembre le secteur de l'énergie, vital pour l'économie iranienne. Ici, aux États-Unis, le président Donald Trump a mis en garde Google, Twitter et Facebook contre ce qu'il estime être un manque d'impartialité. Le chef de l'exécutif américain affirme que les résultats du moteur de recherche de Google sont truqués. Une accusation fermement démentie par le géant américain de la technologie qui a rejeté toute manipulation politique. Et puis, les États-Unis ont dévoilé ce mercredi le chasseur le plus avancé jamais lancé dans l'air selon ses concepteurs. La marine américaine a offert aux journalistes une chance rare de voir sa version du F-35 monoplace testée pour la bataille réalisée dans les conditions réelles. Cette série de tests appelée Intégration de la flotte a pour but de prouver que ces F-35 au prix de 120 millions de dollars l'unité fonctionneront bien avec d'autres avions en pleine bataille. L'année prochaine, le gouvernement décidera de passer à la production complète du F-35. Cela signifierait un investissement d'environ 400 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie. Direct de Washington sur VOA Afrique.
de Washington sur VOA Afrique. Voici les titres de cette seconde partie. Dans ce journal, nous irons à RCA à la rencontre d'un jeune informaticien mordu des jeux. 20%, c'est le pourcentage des femmes qui aspirent au métier de la science et de la technologie aux États-Unis. Nous verrons dans ce journal comment une organisation essaye de changer la donne. Et si vous voulez garder la forme malgré votre calendrier parfois trop rempli, l'exemple de ces gymnases toujours ici aux États-Unis pourrait peut-être vous inspirer. On se rend donc à présent en République centrafricaine à la rencontre de Teddy Kosoko. C'est un jeune informaticien âgé de 24 ans qui a inventé une application de jeu en ligne en s'inspirant d'un jeu traditionnel que nous avons tous connu. Pascal Gabriela Serra nous en dit plus. Vous l'avez sans doute déjà connu sur le nom de Awale en Côte d'Ivoire ou encore Woli au Mali, Adji au Bénin. Ici en République centrafricaine, ce jeu, l'un des plus vieux au monde, équivalent aux échecs, est appelé le Kisoro. Un jeune informaticien centrafricain nommé Teddy Kosoko a décidé d'en faire une application de jeu en ligne baptisée le Kisoro Trouble Game. L'idée du jeu Kisoro m'est venue en 2012. Quand je suis parti en France faire des études en informatique. Quand je suis arrivé là-bas, je me suis très rapidement rendu compte que quand je disais aux gens que je venais de Centrafrique, les gens me disaient Centrafrique, mais où? Et je me suis rendu compte aussi que la majorité des gens qui connaissent ou qui connaissaient mon pays, connaissent ce pays-là au travers des crises, des conflits. Et donc je me suis dit, ça ne peut pas continuer comme ça parce que le pays, on peut connaître ce pays-là au travers de ses cultures. Après plusieurs recherches, j'ai sélectionné un jeu qui est joué en Centrafrique qui s'appelle le Kisoro. Et moi, je me suis dit, je vais apporter ce jeu-là à l'Occident et je vais aussi l'apporter un peu partout sur le continent africain. Alors ça m'a pris 4 ans au total, depuis 2014 jusqu'à aujourd'hui en 2018. Au début, je ne savais pas comment créer un jeu vidéo. J'étais formé dans le domaine de l'informatique. Les jeux vidéo, ce n'est pas mon domaine. J'ai dû m'auto-former parce que le projet, j'y croyais et j'ai bien fait d'y croire. A long, long time ago. Le Kisoro Trouble Game tire son originalité du fait d'être construit autour de l'histoire d'un jeune orphelin qui propose à 2 royaumes rivaux de régler leur conflit via une partie de Kisoro. Il s'inspire aussi de faits réels survenus en République centrafricaine. Selon Teddy Kosoko, c'est une opportunité de raconter son pays et de le faire connaître en employant des voix positives. Le Kisoro Trouble Game est utilisé comme un outil de paix et de cohésion sociale, des thématiques importantes pour ce pays en crise depuis déjà plusieurs années. En effet, son projet a été reconnu sur le plan international et a reçu de nombreuses critiques positives dans la presse. Ce que je veux faire, c'est de montrer à la jeunesse africaine que notre histoire ne commence pas à partir de l'esclavage et de la colonisation, qu'on a un passé glorieux, qu'on a un passé super riche et qu'on a eu des gens qui sont battus pour ce continent-là. Et donc moi, je utilisais les jeux vidéo qui sont aujourd'hui l'un des médias les plus puissants pour capter l'attention des gens. Le Kisoro Trouble Game rencontre un véritable succès sur le net et est aujourd'hui considéré comme le meilleur jeu de société africain sur les plateformes mobiles. Restons dans l'univers de la technologie. Ici aux États-Unis, de récentes études ont prouvé que moins de 20% des femmes aspirent au métier de la science et de la technologie, pendant que plus de la moitié des emplois disponibles sont liés à la technologie. 2 sœurs dans l'État du Maryland tentent de remédier à cette situation. Elles ont créé un camp d'été au cours duquel elles apprennent aux filles la programmation. Caicedo Smith les a rencontrées. Voici son reportage que nous présente ici Irénée Herman-Umbo. Elle est légèrement plus âgée que ses élèves. À peine sortie du lycée, Cindy Shi a consacré ses vacances d'été à enseigner aux jeunes filles comment programmer des robots. J'enseigne aux filles comment programmer à l'aide de la robotique et je pense que c'est très important pour les filles de l'apprendre parce que c'est non seulement innovant mais aussi intéressant. Cindy et sa sœur Wendy ont initié ensemble Spark Kit, se creuser pour aider les jeunes filles à être aussi compétitives que les garçons dans le domaine des sciences et de la technologie.
Des filles âgées de 10 à 15 ans apprennent ici pendant 2 semaines les bases du codage. Elles doivent programmer un robot en forme sphérique et naviguer avec succès une série d'obstacles. Leur outil, un iPad et beaucoup de mathématiques. Parce que lorsque vous programmez le robot, il faut savoir à quelle vitesse il se déplace, ce qui exige des calculs mathématiques et une compréhension basique du temps et de la distance. Elles apprennent ici non seulement les mécanismes de la programmation, mais aussi comment corriger des erreurs de programme. Parfois, ils sont exacts et d'autres fois, ils ne le sont pas. Alors, il faut faire beaucoup d'essais. J'ai fait la robotique Lego, donc quand j'ai entendu parler de ce programme, j'ai dit « c'est génial ». Cindy Shi espère voir les filles s'épanouir dans les domaines scientifiques et technologiques. Le plus grand défi, c'est que les filles pensent qu'elles ne sont pas capables, qu'elles ne sont pas assez intelligentes, ce qui n'est absolument pas vrai. Et je pense que c'est leur principal problème, penser que la technologie est souvent réservée aux garçons. Cindy et Wendy Shi espèrent que les filles vont maintenir le cap au-delà de ces classes pour finalement prendre leur place parmi ceux qui pratiquent la science et la technologie dans le monde. Et preuve que les femmes ne veulent pas se laisser faire, c'est donc Michel Joseph qui a pris le pas sur Herman Ombo dans ce reportage. Et maintenant, pour un résumé de l'actualité sportive, nous accueillons Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba. Bonsoir John et bonsoir à vous, amis sportifs. L'Afrique du Nord en force dans les quarts de finale en Ligue africaine des champions. Comme d'habitude, les clubs maghrébins se sont illustrés dans la phase de poule. Cette année, ils sont 5 sur les 8 qualifiés pour les quarts. Al Ahly, l'Espérance de Tunis, l'Étoile du Sahel, le Wydad Athletic Club, vainqueur en 2017, et l'Entente Sétif d'Algérie. Oroya AC de la Guinée sera le porte-flambeau de la zone ouest africaine, tandis que le 1er agosto représentera l'Afrique australe. Le tout-puissant Mazembe est l'unique qualifié de la zone centre. Les oppositions des cas seront connues le 3 septembre à l'issue du tirage au sort qui aura lieu au Caire, en Égypte donc. Ici, aux États-Unis, le président Donald Trump s'est félicité de l'attribution du Mondial 2026 au trio États-Unis-Canada-Mexique à la faveur de sa rencontre à la Maison-Blanche avec le président de la FIFA, Gianni Infantino, après avoir affirmé la volonté de la FIFA de travailler avec les États-Unis, le Canada et le Mexique pour organiser un mondial fantastique. M. Infantino a offert aux locataires de la Maison-Blanche 2 maillots et des cartons. Le trio États-Unis-Canada-Mexique a été désigné, on le rappelle, mi-juin pour organiser la Coupe du Monde 2026, qui sera la première de l'histoire à rassembler 48 équipes. Et bien évidemment, à sa sortie d'audience, le président Infantino s'est dit satisfait de cette rencontre avec le président Trump. Suivez. Évidemment, nous sommes résolument tournés vers le Mondial 2026 qui sera organisé par les États-Unis, le Canada et le Mexique. Le président Trump est très heureux que son pays et les 2 autres pays voisins accueillent cet événement. Il nous a assuré de tout son engagement pour que ce mondial 2026 soit une réussite. Aux États-Unis pour parler de sport, mais pas celui de compétition. Je vous invite à découvrir, pour ceux qui n'ont pas le temps, une manière express de se remettre en forme malgré votre calendrier parfois trop rempli. Pour vous accompagner, les gymnases offrent plusieurs séances d'entraînement dans une période compressée. C'est un reportage de Gilles Craig de la VOA que j'ai repris pour vous. Pas de temps, c'est l'excuse la plus utilisée par certains pour échapper aux exercices physiques. Pour pallier ce manque de temps, les gymnases américains ont trouvé une formule. Des classes d'entraînement rapide à haute intensité pendant 20, 25 ou 30 minutes pour une remise en forme express le temps d'une pause au travail. C'est un exercice rapide de 25 minutes. Je vais aller prendre mon déjeuner, venir ici, travailler mon rythme cardiaque, évacuer les toxines de mon corps, me nettoyer et me remettre au travail, tout cela sans aller au-delà de mon temps. Cette pratique du sport en express a récemment été classée numéro 1 dans l'enquête mondiale du Collège américain de la médecine sportive.
Les gens n'ont plus tendance à faire une séance d'entraînement de 2 ou 3 heures plusieurs fois par semaine. Ils préfèrent cet entraînement de haute intensité dans un laps de temps limité. Nous répondons à leurs besoins en 25 minutes. La plupart des pratiquants en savent assez pour commencer ces programmes, mais ils ont besoin de bien les comprendre. L'essentiel du travail se fait à intervalles de 10 à 20 secondes. Votre corps peut ressentir la fatigue après une période de repos de 30 secondes, voire 1 minute. L'idée, c'est donc de travailler le plus dur possible dans un court temps et laisser votre corps se reposer après. Enchaîner 25 minutes d'exercice physique est populaire au gymnase Legree Fitness Studio à Los Angeles, inspiré et conçu pour cela. Le moniteur de sport contrôle tout à partir de son iPad. C'est différent de tout ce que vous voyez. Il se déplace vers le haut, il se déplace vers le bas et de gauche à droite. Il ne faut jamais marcher lorsqu'on y monte. Et ça marche. Faire ces exercices resserre l'estomac, maintient les fesses serrées. C'est vraiment revigorant. Je veux en faire plus. Maintenant, je pourrais le faire 7 jours sur 7. D'après le ministère américain de la Santé et de la Population, seul un adulte sur 3 pratique la quantité recommandée d'activité physique par semaine. Voilà donc pour les sports. On se retrouve demain. Une situation qu'il faut changer, donc merci pour ces conseils, Yacouba Ouedraogo. Prenons la direction de Buñol, en Espagne, pour voir à quoi ça ressemble un festival de tomates. En fait, Tomatina, c'est son nom, est devenue une tradition pour les habitants de la localité. Cette fête emblématique qui se déroule chaque année, le dernier mercredi du mois d'août, en est à sa 73e édition. Tomatina est souvent présentée comme la plus grande bataille alimentaire au monde, où l'on se jette des tomates dans la plus grande amitié. Le festival est aussi devenu une attraction pour de nombreux touristes venant de par le monde. Et si vous êtes un amateur des jeux d'échecs, ceci vous concerne. Les jeux d'échecs séculaires ont fait peau neuve lors des championnats du monde d'échecs en piqué qui ont eu lieu samedi dernier à Londres. Si les règles du jeu sont restées les mêmes, l'environnement était un peu plus difficile, les joueurs ne pouvant faire que des mouvements immergés sans appareil respiratoire. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Demain est un autre jour. D'ici là, excellente soirée à toutes.